Je remercie toutes les personnes qui ont bien voulu nous rejoindre pour cet après-midi et cette rencontre avec Jean Lancry, que je suis très heureux de recevoir une deuxième fois après l'inauguration dans le cadre de cette exposition sur laquelle on a travaillé ça fait 4 ans au moins avec les interruptions dues au Covid. On va passer dans le vif du sujet. Pour avoir cet échange avec Jean Lancry sur son œuvre, sur son exposition, j'avais préparé des antisèches avec quelques questions à poser à Jean Lancry, parce que ça fait maintenant un petit mois que l'exposition est ouverte. Et donc, je me fais l'avocat et le porte-parole d'un certain nombre de visiteurs qui sont venus nous interroger, bien entendu, en venant découvrir l'exposition, avec son titre qui est très accrocheur. Donc, oui, je me fais le porte-parole des visiteurs qui sont venus et qui, interpellés par le titre très accrocheur de l'exposition, le cycle du cheval à vélo, le facteur cheval, nous posaient la question, ou nous ont posé à mes collègues et à moi-même, la question du lien entre le facteur cheval et Marcel Duchamp. Parce que, et c'est par là que je vais commencer à donner la parole à Jean Lancry, comment vous avez pensé à rapprocher le facteur cheval de Marcel Duchamp? Parce qu'à première vue, rien ne les relie. Ni le temps, ils sont séparés de 50 et quelques années de distance, ni le lieu. Je doute qu'ils aient partagé un espace géographique commun, ni leur création, puisqu'ils sont dans un style et dans un regard artistique assez différents l'un de l'autre. Alors, est-ce que ce rapprochement est simplement dû, parce que ça c'est la réponse qu'on a portée aux visiteurs, est-ce qu'il est simplement dû et uniquement au mot vélo? C'est-à-dire le vélo dans l'œuvre de Marcel Duchamp, à commencer par, bien entendu, l'œuvre connue de la roue de bicyclette, et puis le vélo chez un facteur comme instrument de travail. Voilà, ça c'est la question que je voulais poser pour donner la parole à Jean Lancry. Redoutable, parce qu'il n'y a pas une question, mais il y en a au moins une dizaine. J'essaye de les énumérer, puis je vous dirai comment je vais penser commencer. Peut-être que j'y reviendrai quand même. Dans un premier temps, il est question du titre de l'exposition. Oui, j'ai bien compris qu'il y avait une question sur le titre de l'exposition, mais dans ce que dit M. Bassig, je le remercie pour cette fait de relais de ce qui a pu être dit de par des gens qui ont déjà fait une visite. Eh bien, il manque tout simplement le M Forever. Ça, c'est le titre de l'exposition. Et si j'avais à le définir, à raccourcir, à précipiter ce titre, eh bien, je me contenterai de dire M. Parce que dans ce titre M, eh bien, il y a déjà un écart de langage. C'est pour autant qu'on le prononce. C'est-à-dire qu'il y a à la fois quelque chose qui est du français et puis quelque chose qui est un verbe à l'impératif. C'est-à-dire c'est deux choses en même temps. C'est une sorte de concept, au sens où les publicitaires prennent ce mot, non pas les philosophes. Je rappelle que le concept, c'est l'endroit où la pensée se prend comme Caperet. Elle se prend fortement. Et cependant, le concept pour la publicitaire, c'est un terme qui veut voir une idée, donc pas un concept, mais plusieurs idées, plusieurs concepts ensemble, qui se veut suffisamment accrocheur pour que pendant longtemps, on y revienne et on y revienne. Et j'ai pensé que ce M, virgule, et ensuite en français, forever, ça pouvait faire un bon titre, parce qu'on est dans une sorte de diglossie. On est à cheval, oui, pas seulement dédié à cheval, mais à cheval sur plusieurs langues, sur 2 langues, sur l'anglais, sur le français, sur des divergences. Et il y a là une sorte de petit écart, ou un grand écart, un écart de langage, et j'y reviendrai dans un moment. Alors, ceci dit, je crois qu'il faut quand même que je vous donne quitus,
et qu'avant de donner la parole aux autres, je réponds aux questions que vous avez posées. Comment vous dire, le fait de... Tout est venu de vélo, V-E-L-O. Tout est venu du fait que j'ai toujours pensé que certains pouvaient avoir raison, c'est-à-dire que tout langage était l'écho d'un autre langage. Et tout est venu de mon intellectual background, de mes lectures de Freud, de Lacan, de Foucault, etc., etc. Et tout est venu du fait que dans V-E-L-O, un beau jour, j'ai vu que c'était l'anagramme de love dans une autre langue. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est un peu comme le conscient et l'inconscient. Selon Freud, l'inconscient, il n'est pas dans la pièce d'à côté, il est au milieu du conscient, il est dans les plis du conscient. Et dans les plis du mot français vélo, eh bien, il y a love. Et par je ne sais quoi, comment vous dire, je ne sais quoi d'autrefois qui s'est un beau jour mis en relation avec le maintenant, et je vais mettre un A majuscule et un M majuscule, pour citer par exemple Walter Benjamin, quand il nous dit, dans le livre des passages, il nous dit, il ne faut pas dire que le passé éclaire le présent, que mon passé éclaire mon présent, comme tout à coup j'ai pensé à vélo, love et au facteur cheval. Mais c'est plutôt comme il faut voir la façon dont l'autre fois, c'est-à-dire tout ce que je savais, et de Duchamp, et du facteur cheval, et de toute l'histoire de l'art, il faut voir comment l'autre fois s'est mis, comment dire, en rapport, en image, avec le présent de maintenant, pour faire, par un éclair, dans une sorte de syntaxe de l'éclair, comment dire, une image qui est ce que dit, qui relève de la dialectique à l'arrêt. Et là, je suis en train de citer très exactement Marcel, Walter Benjamin, mais je me dis qu'il faut que je cesse parce qu'on n'est pas à l'université et je suis là pour écouter vos réactions. Alors, j'étais à ce moment-là, dans les années 90, ma première expo c'était en 92, mais dans la salle, il y a quelqu'un qui m'a rappelé que le premier tableau du facteur cheval, de la cycle du cheval à vélo, il est dans sa collection et il précède de quelques années. Je crois que c'était entre les années 80 et 90, quelque chose comme ça. En tout cas, j'étais prof, on va dire, à la Sorbonne. Je faisais des cours en m'appuyant sur mon savoir en linguistique, le fait que je sois aussi bien angliciste que plasticien. Et donc des cours qui étaient des analyses au risque de la linguistique, voire la plus pointue, celle de Chomsky. Et je passais pour un intellectuel, le highbrow, avec un haut front, alors que je suis comme tout le monde, je suis un naïf. Et donc, Luby m'a pris de pratiquer l'art du grand écart. C'est-à-dire, et je crois que, comme disait Marivaux, en ce monde, il faut toujours être trop pour l'être assez. Et je me suis dit, il faut faire un très grand écart. Il faut faire un très grand écart entre ce qu'il y a de plus naïf, c'est-à-dire le facteur cheval, dans lequel je me reconnais comme tout un chacun, et ce qu'il y a de plus roué, c'est-à-dire Marcel Duchamp, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus conceptuel dans l'art du XXe siècle. Et Luby m'a pris de les convoquer pour une joute. C'était d'abord en catimini, et puis ensuite ça s'est révélé de plus en plus au grand jour, si je puis dire, lorsque j'ai eu l'occasion d'aller et de voir la dernière œuvre de Marcel Duchamp. Et c'est pourquoi ici, dans ce lieu, vous avez une sorte de court-circuit entre les premiers moments du cycle de cheval et vélo et les tout derniers. Je pense que j'ai déjà répondu un petit peu. Je voudrais, dans ce cas-là, prendre 5 minutes pour vous dire comment j'avais commencé, mais je reviendrai à cette question. Mais auparavant, on essaiera d'intercaler les vôtres. Quand je suis arrivé aujourd'hui, étant donné la chaleur, les problèmes de train, le problème que vous avez eu pour réorganiser l'exposition,
je me suis dit quelque chose, enfin, m'est venu à l'idée, je me suis dit, je vais commencer comme si nous étions, non pas dans cette situation frontale, mais dans un wooden O, comme disait Shakespeare. Le théâtre du globe, c'était un O comme ça. Malheureusement, c'est pour ça que je mets ici, pour que nous soyons tous un petit peu dans le même cercle. Et je me suis dit, c'est le moment de compter et de dire qui est là. Alors, non seulement je peux dire qui est là, car je viens de le dire pour la deuxième fois, il y a des gens qui me sont chers, très chers à mon cœur, que j'aime, qui sont mes amis, et je les remercie vraiment du fond du cœur de ça. D'autres que je ne connaissais pas, ou que je ne connaissais pas bien, et qui sont en passe de devenir des amis, puisque s'ils sont ici pour cette rencontre, et ici, mal entendu, ce n'est pas une conférence, mais c'est bien une rencontre, eh bien, c'est qu'il y a sans doute déjà eu pour eux une rencontre avec certains de mes travaux. Cette rencontre a déjà, peut-être, toujours déjà, comme dirait Derrida, toujours déjà eu lieu. Et c'est pourquoi je les remercie également. Alors, cependant, c'est facile de répondre à la question « qui est là ?» Il y a vous, il y a moi, et il y a la parole que nous allons échanger pour parler de ce qui se trouve tout alentour. Mais c'est facile et c'est aussi un peu compliqué, parce qu'il n'y a pas que vous et moi, il y a aussi peut-être des œuvres. C'est-à-dire d'aucuns, je ne citerai pas de nom, non pas des personnes, mais des quasi-personnes. C'est-à-dire qui est sur les lignes. Pour autant que vous soyez prêts à valider que ce sont vraiment des œuvres. C'est-à-dire, pour autant qu'il y ait déjà eu une rencontre par rapport à eux, entre vous et eux. Et si j'en suis là, c'est aussi pour dire qu'il y a non seulement des quasi-personnes, mais il y a également des fantômes. Et notamment, il y a quelque chose qui a une grande partie à voir de l'autre côté de ces cimaises, avec le fantôme de Marcel Duchamp, d'une part, mais d'une autre façon, on pourrait dire aussi qu'il y a là les fantômes qui font partie de mon panthéon, c'est-à-dire Paul Klee, ou bien des gens qui sont venus, dans la dernière exposition que j'ai faite au musée ici, c'était en 82, Jacques Derrida, philosophe hyper connu, était venu et avait passé pratiquement 3 ou 4 heures à regarder cette exposition. Il avait pris sur son temps alors qu'il survivait à peine. C'est peu de dire que ça m'a marqué. Et j'aimerais bien, puisque je viens de citer Derrida, citer un mot de Derrida dans les Spectres de Marx. Il parle de ce qu'il appelle l'anthologie, quelque chose qui est de l'ordre de l'anthologie. Et il écrit ça avec un H. J'aimerais bien H-A-N, Théo, etc. J'aimerais bien que les quelques moments que nous allons passer ensemble soient des moments d'anthologie pour vous. Et ça n'est possible que si on dit quelques mots encore sur qui est là, où sommes-nous, et sur le fait que je viens de citer non seulement Derrida, non seulement Marcel Duchamp, non seulement Paul Klee, mais également Shakespeare. Je vous rappelle que qui est là, c'est tout simplement la première parole de Hamlet. Nous sommes aux alentours de 1600, au théâtre du Globe. Et le premier mot que prononce l'un des gens qui sont sur Alceder, c'est qui est là? Y a-t-il un fantôme, quelqu'un qui vient hanter? Mais il y a évidemment, il y a vous, il y a moi, c'est-à-dire cette parole que nous allons partager pour une rencontre. Et autant vous dire que nous sommes dans un lieu qui n'est pas comme l'autre ici. Nous sommes dans un lieu autre. Foucault dirait, il relève de l'hétérotopie. Parce que justement, c'est hanté par la culture, c'est hanté par les fantômes. Et je me suis plu à dramatiser, à théâtraliser ce mot en répétant cette phrase de Shakespeare. Alors, je vais terminer pour dire quelques mots sur la notion du temps. Et puis, ça sera ensuite des questions par vous, et on verra bien où cela va nous mener. Pour que ce soit un moment d'anthologie, il faut qu'il se passe vraiment quelque chose. Et ça relève de certaines conceptions du temps que les Grecs anciens ont souvent
nommé, il s'agit pas seulement, enfin bon, il y a plusieurs mots pour dire le temps, il n'y a pas seulement chronos, mais il y a le mot kairos, c'est-à-dire que tout à coup, il se passe quelque chose parce que c'est un moment propice. Et tout à l'heure, discutant avec l'un d'entre vous, j'ai été amené à citer Bergson, 1907, l'évolution créatrice, alors qu'il vient de parler, Bergson vient de parler de qu'est-ce que c'est que le temps pour un peintre. Et la page est fascinante. Il en vient à cette phrase qui relève presque de la philosophie fiction, comme on dirait de la science-fiction. Il dit « le temps est invention où il n'est rien du tout ». Et le mot « rien », par exemple, pourrait faire l'objet de questions pouvant se faufiler dans notre discussion. Alors, je crois que la parole est à vous. Comme disait Montaigne, la parole appartient aussi bien à celui qui parle qu'à celui qui écoute. Je suis là d'abord pour vous écouter et on verra bien ce qui va se passer. Donc, moi, je rends hommage à Jean Cry, parce que déjà nous nous connaissons depuis beaucoup de temps, même si nous n'avons pas pu nous fréquenter de manière régulière. Nous nous connaissons par la pensée, par la philosophie, par l'art. J'ai assisté à ces expositions et j'ai également envie de lui rendre hommage parce que j'ai eu l'occasion de fréquenter un grand philosophe grec, Kostas Axelos, dont nous avons parlé avec Jean Cry. Et donc, Kostas m'a... Bon, bien sûr, Kostas est maintenant décédé depuis un moment, mais j'ai choisi dans le jeu du monde de Kostas Axelos, donc, qui est édité aux éditions de Minuit. J'ai choisi quelques citations, quelques fragments, quelques questionnements, parce que Kostas réfléchissait en questionnement, à la fois sur l'art, sur la poésie, sur la peinture, et donc j'ai envie de formuler ces questionnements donc à Jean Cry aujourd'hui. Donc j'ai pris volontairement je me mets comme ça pour que vous le voyez parce que tout est volontaire. J'ai choisi un collier Love vélo. Voilà, donc en fait quand on rend hommage à quelqu'un, il faut aller jusqu'au bout. Et donc rendre hommage à Jean Cry, c'est aussi arborer un petit bijou fantaisie. Merci encore. Sous forme de Love, vélo, et également à la fois associer cette fantaisie, cette couleur aussi, parce que je veux aussi figurer la couleur avec une certaine philosophie. Donc je vais dire une phrase, un fragment un peu long. S'il est trop long, vous me dites. Est-ce qu'on ne peut pas essayer de réarticuler ce que vous vous apprêtez à dire en le mettant en rapport avec une œuvre précise qui est réussie? Alors en fait, c'est pas une œuvre précise, ça peut correspondre à peu près toutes les œuvres qui sont ici. Donc je vais prendre les fragments les plus courts et après on verra. Pour que la parole puisse circuler. Voilà. Donc je vais me rasseoir. Oui, d'accord, pour moi aussi. Alors, trois questionnements de Kostas Axelos qui peuvent parfaitement correspondre aux œuvres qui sont là. Premier questionnement. Dans la contrainte unique qui relie et confond regard et regarder, à qui revient le rôle primordial? Arrêtez, c'est pas la peine d'aller plus loin. Ça fait déjà beaucoup. Bon. C'est pour ça que je me suis positionnée devant vous, avec mon love. Un mot d'abord sur Kostas Axelos. Je l'ai lu autrefois, et je l'ai rencontré au chevet d'un ami peu commun qui s'appelait Jean-Michel Panier. Donc je l'ai rencontré qu'une seule fois. J'avais lu son livre sur les marxistes notamment, absolument. Et puis peut-être quelques autres. Alors, ceci dit, si j'ai bien compris, dans le rapport regardez, qui donc? Alors, dans la contrainte unique qui relie et confond regard et regarder, à qui revient le rôle primordial? Donc, quelle réponse? Quelle réponse sinon l'éclat de cette question? Si j'avais à répondre, par exemple,
je pourrais faire quelque chose à l'université. Je pourrais tout simplement m'appuyer, mais d'autres que moi, qui sont plus philosophes que moi, sont présents dans la salle, je crois. Tout à coup, ce qui me vient à l'esprit, c'est Platon. Platon, dans Alcibiade majeure, il a fait deux discours. Dans Alcibiade majeure, il raconte comment c'est en se regardant dans l'œil de quelqu'un d'autre qu'on se connaît soi-même. On pourrait commencer là. Et on pourrait, je ne sais pas, continuer par qui regarde qui. Imaginons qu'on soit chez Valérie, dans la jeune parc, quelqu'un qui se regarde au miroir, dans un miroir, et qu'il s'agit d'un autoportrait. Qu'est-ce qui se passe? L'immortel, il voit son mortel. C'est-à-dire que tout à coup, on pourrait se dire, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est primordial quand il y a un portrait, et d'autre part, qu'est-ce qui se passe quand il y a un autoportrait. Et alors là, ça pourrait diverger. J'ai pris quelque chose de complexe. Par exemple, tout chacun sait peut-être, et c'est pas ça que je dirais en premier, mais je vais vite à la conclusion, pour qu'on puisse parler d'autre chose que de choses générales, si vous voulez bien. L'autoportrait déconstruit le portrait. Ce que le portrait, c'est-à-dire dans la position où un regard de l'autre qui ne regarde pas trop, mais qui est quelqu'un d'autre, eh bien, il y a comme une construction théorique d'un homme universel. Tandis que quand on est dans la pratique de l'autoportrait, eh bien, il y a une déconstruction pratique de ce que le portrait voudrait théoriquement construire. Alors, je pense que c'est un peu technique, mais ça rend compte bien, me semble-t-il, du cadre dans lequel je pourrais essayer de répondre à votre question. J'ai essayé de ne pas diminuer le niveau. Je pense que tout le monde est capable de comprendre ça, mais il faudrait développer beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Oui, Jean-Pierre. Jean-Pierre, tu permets que je dise que tu es l'auteur d'un texte dans le catalogue de cette exposition. Merci. Oui, merci. Tout à l'heure, tu as prononcé le mot cœur. Oui. En évoquant les visiteurs, les amis. Et si on peut parler de rencontre avec un tableau, oui. Moi, j'ai rencontré un tableau. Enfin, je les ai vus tous, hein, je suis venu 5 ou 6 fois. C'est le tableau qui est à l'entrée en entrant à gauche. Le titre anglais, Be careful, it's my heart. Oui. Faites attention, c'est mon cœur. Et ce tableau m'a fait pleurer. Alors, la question que je te pose, finalement, dans la mesure où, eh bien, il y a rencontre entre un auteur et un regardeur par l'intermédiaire de l'œuvre, oui. La question que je te pose, dans la mesure où tu dois y être pour quelque chose, quand oui. J'ai pleuré, oui. Pourquoi ai-je pleuré? J'adore cette question parce que je ne sais pas comment te répondre. Mais pourquoi as-tu, toi, pleuré? Bien sûr, parce que ça renvoie à toute ton histoire. Alors, que vous dire? J'ai envie, je sais qu'un certain nombre n'était pas là le jour du vernissage. J'ai employé le mot cœur. En faisant même une citation, Baudelaire, mon cœur mis à nu. J'ai dit que tout près de mon cœur, dans une poche, se trouvait un escargot. Une coquille d'escargot que j'ai montrée, ce qui m'a permis de dire que dans escargot, il y a écargot, et j'ai enchaîné la notion. Alors, ce que je pourrais vous dire, c'est que peut-être la peinture, c'est le plus court chemin pour aller de mon cœur vers le cœur des autres. C'est le plus court chemin que j'ai trouvé. C'est pas seulement la peinture, pour moi, c'est pas une façon de vivre mieux, ça l'est, mais c'est aussi ce plus court chemin. Et aujourd'hui, j'avais envie de commencer,
j'ai commencé à penser ce que je dirais aujourd'hui que ce matin, pour des raisons personnelles de santé. Bon, je suis convalescent. Et je me suis dit que, évidemment, il y a le 15 mai, j'ai dit que j'allais mettre mon cœur à nu et que ce serait comme mon cœur mis à nu, c'est le fameux texte de Baudelaire. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous dire que j'allais le mettre à nu jusqu'à l'os, et cependant, vous allez tout de suite voir quel est l'esprit tordu qui est le mien. Quand je dis jusqu'à l'os, je prends le mot os au sens latin, c'est-à-dire os oris, qui veut dire la bouche. C'est-à-dire que je suis tout près, je crois, tout près de me mettre à nu, mais jusqu'à l'os qui veut dire bouche. C'est-à-dire jusqu'à ces mots qui vont sortir, et je vais citer René Char, les mots qui vont surgir savent de nous ce que nous ignorons d'eux. Et les mots qui ont surgi de ta bouche, Jean-Pierre, savent de toi ce que tu ignores d'eux. Et il en est de même pour moi. Et cependant, je vais faire un sort avec pour le titre que tu viens d'évoquer. Ce tableau, les tableaux, je les intitule en fonction de la langue dans laquelle ils se présentent, les titres. C'est soit d'anglais, soit du français. Par exemple, dans Be Careful, c'est-à-dire faites attention, It is my heart, j'ai voulu le garder en anglais parce que in the heart of the word heart, there is the word heart. Dans le cœur du mot cœur en anglais, eh bien, il y a le mot ART. Dans le cœur de HERT, il y a le mot ART. Il est au cœur du cœur, d'une certaine manière. C'est, si j'ose dire, du côté de Saint-Augustin, encore une fois, quand il disait que Dieu, dit-il, mais plus intérieur que mon intime. Intime, c'est déjà un superlatif de l'intérieur. Dieu plus intérieur que mon intime, eh bien, ça veut dire qu'il fait un comparatif sur un superlatif. Pour dire qu'est-ce que c'est que Dieu. C'est incroyable. Or, moi, quand je suis dans la diglossie, c'est-à-dire les deux langues dont je ne souffre pas, mais enfin, je suis content d'avoir ces deux langues, eh bien, je suis tout le temps versé soit d'un côté, soit de l'autre. Et c'est pourquoi j'essaye ensuite de traduire le titre de l'anglais en français, ou du français en anglais, jusqu'à l'os et jusqu'à des paroles que je ne savais pas que j'allais dire aujourd'hui. Mais continuons à inventer, si vous voulez bien, pour être en rapport, en accord, cœur à cœur, corps à corps, avec Bergson, le temps est invention où il n'est rien du tout. Y a-t-il d'autres questions, s'il vous plaît? Écoute, cher Jean, je suis très, très heureux d'être là, de voir le foisonnement de ton travail comme ça, de manière en hypernésie panoramique, comme aurait dit notre Bergson chéri. Et je voulais te poser une question sur quelle est la portée de tes portées musicales dans tes œuvres. J'en aperçois des explicites et j'en aperçois des implicites dans des tissus, etc. Et je me demandais, continuant ma logique d'ordre linguistique, si ce mot de portée, on parle d'une portée, par exemple, de chat, de chiot, tu vois. Et je me demandais si dans la création, tu procédais, on dit souvent qu'on travaille par série, etc. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec procéder par portée? C'est-à-dire quand tu fais une œuvre, tu n'en fais pas une, mais elle fait des petits. Et donc, ça correspondrait, je reviens au début de mon intervention, à la prolifération, ici réunie, de ton travail. Oui, merci Richard, c'est une bonne question, c'est comme toutes les questions, mais qui me plaît bien. En tout cas, j'ai des réponses autobiographiques et plus générales. Autobiographique, mon père a été musicien. Il lui arrivait de jouer 8 heures de piano par jour. Il a voulu faire de moi un musicien. Il n'entendait rien. Il m'a rendu sourd. Il a fallu que j'arrive à 22 ans, 23 ans pour comprendre que j'aimais la musique comme tout le monde, mais qu'il fallait résister au père. Et c'est comme ça que je crois que c'est Valérie qui dit l'œil, l'oreille, cet œil crevé.
ils avaient un mec crevé et ils voulaient ouvrir mon bagage. Enfin, toujours est-il que ça c'est purement biographique, mais je suis bien obligé de faire avec. Je ne sais pas si ça devient des biographèmes, c'est-à-dire qui ont une portée théorique, comme dirait Roland Barthes. Dans un texte qui est la préface de Sade Fourier de Loyola, et il dit il n'est pas inintéressant de savoir que Loyola avait des yeux qui larmoyaient sans cesse. Ignace de jésuite, c'est-à-dire qu'il pleurait. Je te dis ça pour toi, tu as peut-être oublié. Enfin, deuxième chose, il y a un tableau ici, je dois dire que l'accrochage a été fait par Denis Vassy, directeur du musée, qui a consenti, quand j'ai déménagé de Meaux en 2019, de prendre une grande partie de ce qui était dans mon atelier à Meaux pour les mettre dans les réserves du musée. Et je le remercie publiquement, enfin, et chaleureusement. Et donc, c'est lui qui a puisé, il a fallu remettre plusieurs fois l'expo devait se faire dans ce lieu et celui d'à côté, puis ça s'est rétréci. On a dit pendant 4 ans, jamais nous n'avons travaillé autant pour une expo, pour remettre constamment le travail de Rabaudet. Attendez, j'ai perdu mon fil, puisqu'on est toujours sur la musique. La portée. Oui, la musique et la portée. Il y a un tableau ici qui s'appelle Musing on Music, c'est-à-dire une façon non pas de s'amuser, mais de musarder et de rêvasser sur des portées de musique. C'est-à-dire, c'est une façon de peindre en envoyant une lettre à mon père, en disant j'ai dévoyé la musique dans de la peinture. J'ai raturé la musique par de la peinture. Je ne sais pas où est ce tableau, mais je sais qu'il est quelque part. Alors, évidemment, le titre est venu en anglais parce que c'est music. Je peux vous dire que c'est pour répondre à une question qui m'a été posée avant que cela ne commence. Que dans ce tableau-là, je m'approprie un souvenir très fort qui est la légende de Sainte-Ursule par Carpaccio. Il y a un moment où Sainte-Ursule est en train de dormir sur son lit et elle est dans la position, donc je fais une citation. Et si j'avais le temps, je dirais que c'est ma manière de faire de l'histoire de l'art. C'est-à-dire de faire de l'histoire de l'art telle que Daniel Rass le souhaitait quand il dit, enfin je pourrais développer si besoin. Donc je continue, la suite c'était la portée. C'est vrai que quand je fais un tableau, je pourrais en faire 5, 10, 15, 20. Par exemple, il y en a un ici qui s'appelle Portrait de l'homme qui donnait de la nourriture aux oiseaux. Le titre m'est venu en anglais, et qui donnait de la nourriture, Food, F2OD, donc j'ai mis 4 bras. J'ai fait une version anglaise, française, qui donnait de la nourriture, LOUI, je ne sais plus, une quinzaine de bras. Et aux oiseaux, dans un cas c'est birds, B-I-R-D-S, il y a le 4, et puis en français, les oiseaux, je l'ai écrit Z-O-I-Z, comme si c'était Raymond Queneau, et ça donne. Donc, voilà comment ça s'engrange. Là, il n'y en a que 2, je pensais que ça suffisait. Mais la plupart du temps, il y a une portée, au sens que tu as dit, c'est-à-dire ça fait des petits. Et je rappelle que Michel Foucault disait qu'un tableau est potentiellement toujours une série de tableaux. C'est toujours une série, même si c'est un tableau unique. Et personnellement, depuis pas mal d'années, je m'oblige à ne pas dépasser le compte de 5. J'en fais 5 en même temps. Par exemple, ici, il y en a un deuxième, un troisième, il y en a 3 qui sont de la même portée et qui s'appellent, le titre est le même, ou à peu près, 4 têtes sur le point d'enfourcher une bicyclette. Et pour faire quelque chose de l'ordre amoureux à la petite personne qui est en train de sautiller de l'un à l'autre. Alors moi, je suis enseignante en maternelle et je suis venue par hasard au vernissage sur les conseils de Christine. Je ne savais pas ce que j'allais voir. Et en fait, je suis arrivée totalement vierge. Et j'ai été totalement sidérée par le monde de l'enfance qui transpire dans tous ces tableaux. Et en fait, toutes ces roues de vélo qui s'actionnaient, ça fait penser à Calder, au cirque de Calder, et à ces petits personnages qui lui forment.
Et voilà. Et Ça fait partie de mon imaginaire. Si j'osais encore, merci, citer Baudelaire, qui disait le génie, c'est l'enfance retrouvée à volonté. Je m'y essaye, comme tout le monde. Je ne prétends pas en avoir, mais je m'y essaye. Et puis par ailleurs, Calder fait partie de mon panthéon, de mon musée imaginaire. Et notamment tel qu'on peut le voir aux États-Unis, parce qu'il est bien plus important que ce que j'ai pu voir en Europe ou à Paris, quand on se balade aux États-Unis. Alors, j'ai deux questionnements aussi, un qui émane de Gustave Saxelos. Oui. Je me fais son porte-parole. Toutes les images peuvent être inversées. Finalement, tout se perd dans le jeu des miroirs infinis. Toutes les images peuvent être inversées. Vous savez, c'est très difficile parce que là, on a des fragments. On ne sait pas qu'est-ce qui précède, qu'est-ce qui suit. Alors non, là, ce sont des fragments intacts. Ce sont aussi des fragments. Non, ce sont des fragments. Des aphorismes. Alors, dans ce cas-là, je le prends comme tel. Qu'est-ce qu'un fragment? C'est un vrai fragment. Qu'est-ce qu'un fragment? C'est redoutable. Question, il faut passer par des gens comme les frères Schlegel, enfin le romantisme allemand, même quelqu'un comme Théodore Adorno, c'est-à-dire l'école de Francfort, 20e siècle, qui dit que le fragment met à mort, puisque c'est un petit bout de notre. Mais ce faisant, il fait œuvre lui-même. Vous voyez, il met à mort en tant que présence de mort, etc. Et donc, prendre ces fragments, c'est vraiment très difficile pour moi d'essayer d'y répondre. Alors, toute image peut être inversée. Tout dépend du contexte. Imaginons qu'on soit, je ne sais pas, en 1515, devant un tableau de Jérôme Bosch, le Jardin des Délices. C'est-à-dire que tout l'imaginaire est coordonné à quelque chose de religieux. Il y a l'adage du Moyen-Âge, Daemon est Deus inversus. Le démon, c'est Dieu inversé. C'est-à-dire que toute inversion est démoniaque. Alors, si on fait un grand écart et on vient du côté du surréalisme, premier manifeste ou deuxième, on aura des réponses complètement différentes. C'est-à-dire qu'il faut constamment, enfin, c'est pas Jean-Luc Cry, l'auteur de ce qui est sur les murs, qu'il faudrait voir. Encore que peut-être on peut vous poser la question de ces questions-là et j'essaierai de vous répondre si vous arrivez à l'articuler dans le champ d'une des choses que l'on peut voir. Sinon, je serais condamné à faire un cours et je ne suis pas là pour ça. Et je suis là pour partager comme vous. J'ai trouvé ça extraordinaire que vous disiez, je vous cite, vous disiez quand je suis venu, je sortais de mon travail avec des maternelles et j'étais vierge. J'ai pensé tout simplement à beaucoup de choses, notamment au bûchement, etc. Mais tout aussi à ce mot de René Char, et donc c'est un aphorisme, c'est-à-dire rien avant, rien après. Il dit l'acte est vierge, virgule, même répété. C'est ça. Et donc je vous le dis, de vierge à vierge. C'est un instant vierge, même si nous le répétons. Je reviens avec une deuxième question. J'avais préparé une question. Bon, ça fait plus de 2 ans que je fréquente de façon régulière, quotidienne, ces œuvres qui ont été d'abord dans nos réserves. Donc on passait tous les jours à côté, on s'arrêtait de temps en temps pour en regarder un, après on cadrait. On a vraiment une relation très intime, je dirais, avec l'œuvre. Et bien entendu, à force de les regarder, on voit les récurrences. Oui, c'est-à-dire que les récurrences les plus immédiates, c'est bien entendu le vélo et la brouette, qu'on va trouver pratiquement dans toutes les œuvres. Il y a les stéréotypes féminins qu'on retrouve immédiatement, Marilyn, Marlène Dietrich, ce sont des
des stéréotypes qui sont bien ancrés dans notre acquis culturel. Dans toutes ces récurrences-là, il y en a deux qui m'interpellent et que j'arrive pas à forcément décoder. D'un côté, ce sont les chameaux. Dans certaines de vos œuvres. Je me suis posé la question, qu'est-ce qu'ils font là? Et puis c'est cet élément récurrent qu'on trouve très souvent, ce dessin au trait qui est particulièrement joli. Nous, on l'a utilisé pour les activités jeunes publics. C'est le visage de cette femme Miss ABC. Et ça aussi, je voulais vous demander, chez vous, à quoi ça fait référence, quel est son rôle dans votre imaginaire? Merci, Dani Vassi. Je crois que c'est une très belle question. Je vais me dresser pour être à la hauteur. Et plusieurs manières d'y répondre. Ça va être pas facile, forcément. La plus simple, c'est celle concernant les chameaux. Il y a tout simplement que, bon, chacun a compris que je suis quelqu'un je suis une sorte de mangeur de mots. J'apprécie les mots. Je lis de la poésie, je n'en fais pas, mais j'apprécie comment certains traitent des mots, et notamment, par exemple, quelqu'un comme Michel Léris. Par exemple, plutôt que de vous parler de plaisir, je pourrais vous parler de la jouissance. Et dans Glossaire, Viscère, Néglose, Léris écrit jouissance, deux points, jusqu'où en se jouant se lissent les sens. C'est extraordinaire, cette espèce de cette portée, cette façon de faire, de prendre un mot et de lui faire rendre son ciel. Au passage, n'oubliez pas vos questions, au passage, André Dubouché, tout à coup qui me reviennent comme ça, parmi d'autres, hein, je suis un lecteur d'André Dubouché, 20e siècle. Et André Dubouché, à un moment donné, dit que quand il écrit, il essaye de s'attarder sur les mots les plus faibles. Et il appuie sur eux jusqu'à ce qu'ils éclatent et qu'ils donnent et qu'ils laissent exsuder leur ciel. J'ai un peu raté ce qu'il a dit, mais c'est en gros cela. Et moi, j'essaye, comme par exemple, j'ai une portée, je fais en sorte d'appuyer sur ce qui me paraît le plus faible, et en général, c'est ce qui va se donner comme étant la dernière chose que j'apporte sur un tableau. Il y en a plusieurs exemples, j'en ai un là, par exemple, en haut, c'est-à-dire que tout à coup, je prends mon fer à repasser, je dessine ce que je crois être nécessaire de dessiner, en l'occurrence c'était une flèche là, puis j'imprime, soit sur du papier à côté, et ensuite je recommence, je fais, c'est-à-dire que je suis dans la forclusion du visible, et ça vient, et puis à un moment donné je me dis, maintenant je me risque, c'est bon ou pas bon, je le verrai. Et donc je tente ma chance et je vais vers mon risque, comme dirait encore René Char. Et puis c'est à ce moment-là que vient le dernier moment, et si c'est un petit peu raté, alors à ce moment-là c'est Yves Bonnefoy qui me revient à la tête quand il écrit « L'imperfection et la cime ». Et par ailleurs, je crois que l'imperfection, c'est l'ouverture pour qu'il y ait quelque chose qui vienne de chez vous par rapport, enfin, qui vienne des autres, quoi. Pour qu'il y ait une rencontre avec les autres. Je dirais un mot sur la rencontre. Mais je vais répondre maintenant point par point. Voilà. Alors, de la même manière que dans les mots, il y a des figures de style, par exemple des hyperboles, des hyperbates moins connus, etc., des syllabes, enfin, je suis un spécialiste, j'ai lu les traités du Marsay, etc., enfin, c'est avec ça que j'ai fait des cours, disons, un peu pointus, donc des traités de rhétorique. Et notamment, par exemple, l'hyperbole, c'est un accroissement quantitatif.
je me dis, tiens, puisque ce qui marche pour les mots, pourquoi ça ne marcherait pas pour les visibles? C'est-à-dire que ce qui me mobilise, ce qui me motive, ce qui me fait que je vais, comme Cézanne, aller sur le motif vers la fontaine Sainte-Victoire, moi j'essaie de me brancher sur l'homme dans la mesure où il est un homo loquens, pas seulement homo sapiens ou erectus, mais l'homme dans la mesure, comme disait Lacan, qu'il est un par-l'être, c'est-à-dire un être qui parle. Et c'est à partir de là, de la manière dont, comment vous dire, le langage, la linguistique s'est imposé à l'épistémé de notre temps, comme on dit à l'université, eh bien, c'est à partir de la linguistique que, par exemple, comment s'appelle l'auteur de Triste Tropique, Strophe, à partir de Jacobson, Saussure, etc., de la linguistique, qui s'est lancé dans une nouvelle anthropologie. Ça s'est imposé, comme on dit, à l'épistémé de son temps. Ainsi, tant qu'on se pose en tant qu'artiste quoi peindre, je me dis, ben c'est ça qu'il faut essayer de peindre. Je n'avais pas de difficulté, étant donné que je vais tout naturellement vers les mots. Alors maintenant, donc, hyperbole, je prends des vélos qui montent comme des échelles. C'est un accroissement quantitatif. Ou alors, je décline, qu'est-ce que c'est qu'un cheval? Ça peut être un chameau. Le chameau, c'est une sorte de rêve que le cheval ferait s'il était atteint d'hypertrophie. Cependant, le numéro 1 de la série, c'est l'histoire d'un chameau et d'un oiseau, c'est-à-dire un chameau-oiseau, qui a été exposé ici en 82 et que je n'ai plus, et qui était en exposition YK. C'est-à-dire une sorte d'oiseau qui naît de la conjonction d'un chameau et d'un oiseau, et ça se donne des deux bosses qui sont comme les deux tables de la loi. Mais là, j'en dis peut-être un peu trop, et comme disait Edmond Jabès, poète, qui fut un de mes amis, enfin, qui m'a honoré de son amitié, il m'a dit qu'il ne faut jamais donner toutes les clés. Et je m'arrange depuis pour donner des clés, mais pas forcément les ultimes ou les bonnes. Encore qu'aujourd'hui, j'en ai dit un peu plus que je ne l'aurais voulu. J'en viens aux lignes. Les personnages sont linéaires. Je crois qu'il va falloir que je dise adieu à ces lignes. Tout simplement parce que la maladie de Parkinson va se mettre à agiter ma main plus fortement. Mais cependant, il n'y a jamais que des lignes. Si vous regardez bien, il y a également, là où il y a des lignes, il y a aussi de la couleur, de la coulure, de quelque chose qui échappe au linéaire et qui est fait au fer à repasser. C'est-à-dire que ces lignes, la ligne, c'est quelque chose qui est dans du graphisme. Et par le graphisme, on n'est pas loin du graphème, c'est-à-dire on n'est pas loin de la lettre, de l'instance de la lettre dans l'inconscient, etc. C'est-à-dire qu'on n'est pas loin de gens qui font partie de mon panthéon. Mais je voudrais prendre, est-ce que je vous m'autorisez à passer à un degré de difficulté légèrement au-dessus? J'espère que vous allez le faire. Enfin, je vais vous l'imposer. Je vais essayer de faire pas plus de 5 minutes. La ligne, c'est pour moi une façon de rendre hommage à Paul Klee. Et notamment, par exemple, pour en prendre un, parce que je connais des milliers d'œuvres de Paul Klee. Et autant vous dire qu'à Londres, alors que j'avais 20 ans, je n'avais jamais entendu parler de Paul Klee. Dans Charing Cross Road, j'étais étudiant pour devenir angliciste. À la librairie Svemer, il y avait un Penguin Book qui était consacré à Paul Klee. Ce fut une rencontre. C'était en 56 ou 57. Paul Klee était mort en 1940, bien entendu. Mais il y a eu l'angle fusant de cette rencontre, comme dit René Char. Et depuis, j'ai mis 20 ans ensuite à me rendre compte que c'était une rencontre très importante et à changer de discipline. Enfin, si je prends, donc j'ai appris des œuvres de Klee, j'en connais des milliers par cœur. J'ai fait des efforts pour les oublier. Mais je vous parle là d'un petit dessin qui est quelques lignes qui sont horizontales
et qui s'appelle Jeu d'eau. D'eau, ça s'écrit apostrophe E-A-U. C'est-à-dire que c'est le titre. Vous avez plusieurs lignes qui sont légèrement ondulées et qui donnent l'impression d'un courant aquatique et abandonné. Et alors, c'est-à-dire que ça produit le courant, ça ne reproduit pas l'image d'un courant. C'est-à-dire qu'on est au niveau avec clé de l'art. Il ne reproduit pas le visible, il la rend visible. C'est-à-dire qu'il y a un travail sur le signifiant. C'est-à-dire que ce n'est pas un travail sur le signifié, c'est un travail sur le signifiant, c'est-à-dire que le procès de la signification a été complètement inversé. C'est ce qui s'est produit, par exemple, en littérature, avec Mallarmé, en 1898. C'est-à-dire, quand il dit, dans une lettre à Casalis, parlant du sommet en X, il dit, je ne sais pas s'il y a du sens, on m'arrangerait bien qu'il n'y en ait pas, mais s'il y a du sens, il est produit par un mirage interne aux lettres. C'est-à-dire, c'est le travail du signifiant qui précède le signifié. C'est l'inversion du procès de la signification. Et mes lignes à moi ne se... Alors, je reviens à Jeu d'eau. Un peu plus bas, on voit bien que tout à coup, il y a deux petits... vers le milieu du dessin, il y a deux ronds. Un peu plus bas, deux petits ronds. On se dit, tiens, c'était peut-être des yeux, c'était peut-être ensuite des narines. Un peu plus bas, comme une bouche. C'est-à-dire que là encore, tout à coup, on n'est plus au niveau d'une sorte de... Ça renverse tout le schéma classique de la représentation. Il y a une inversion du procès de ce que Kristeva appellerait la signifiance, du procès de la signifiance, c'est-à-dire la manière dont le sens advient là-dedans. Et dans mes lignes, j'essaye de me souvenir de cela. Et c'est pourquoi ces lignes peuvent être soit une chevelure féminine, mais soit des méandres d'un labyrinthe, c'est-à-dire qu'on n'est plus au niveau de l'univocité du logos, au sens qu'on donne à ce mot depuis Aristote, etc. Bon, je ne peux pas continuer là-dessus, parce que là, au niveau de sémiotique, sémiologie, d'autres que moi, notamment un collègue dont on parlait, qui s'appelle Jean-Claude Liebenstein, ont écrit des textes canoniques là-dessus, et bien d'autres. Bon, ça c'était pour... Et il y avait un troisième élément, non, c'était lequel? Est-ce que j'ai répondu un peu à votre question? Mademoiselle ABC. Pardon? Mademoiselle ABC. Qu'est-ce que c'était? Ah Miss oui, ABC. Mademoiselle ABC. Ah oui. Alors là, Mademoiselle ABC. Je suis de ceux qui pensent que la femme est l'avenir de l'homme. Mais j'aimerais bien que cet avenir soit quelque chose de l'ordre du présent et du présent. C'est-à-dire, tant qu'on dit que c'est à venir, ça ne viendra jamais, finalement. Mais ça fait partie de mon bagage surréaliste. Une fois, une nuit, j'ai rencontré Max Ernst. Il a bien voulu discuter avec moi pendant un moment. Ça m'a beaucoup marqué. Il a fallu du temps pour que je comprenne que mon fer à repasser, c'est une façon de reproduire ce dont il m'a parlé, c'est-à-dire la nuit du 10 août 1925, où il a découvert la technique du frottage. C'était à Pornic, en Bretagne. Il était tout seul, il était devant le parquet, et le parquet s'est imposé à lui. Il a pris donc une feuille de papier, il l'a mise sur le parquet, et il avait un crayon, il a gratté, c'est-à-dire qu'il a mis le parquet dans la nuit, sous la feuille et puis il a travaillé cette nuit, comme certains malaxes de la glaise. Lui, il a travaillé, il est devenu mélanoma. Mélanos, ça veut dire le noir, c'est-à-dire il a travaillé cette espèce de mélancolie qui serait, d'après Platon, non, d'après Aristote, ou bien on dit désormais d'après le pseudo-Aristote, la théorie des humeurs, ce serait un excès d'humeur noire qui fait soit les fous, soit les artistes. Et donc la mélancolie, etc. Mais le coup de génie qu'il a eu, c'est que, alors que le réel s'imposait à lui, et qu'il était pris au piège du réalisme, il n'a pas intitulé ce qu'il a
montrer ensuite. Il n'a pas intitulé Parquet, il a intitulé Ève, la dernière qui nous reste. C'est-à-dire que tout à coup, il était pris au piège du réel et il en a fait surgir l'autre, l'altérité radicale qui est dans le réel. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Je ne sais pas pourquoi j'ai divergé autant. C'était par rapport à Miss ABC. Et dans Miss ABC, on y voit, si vous le voyez bien, j'ai tout un ensemble. Il me reste, je pense que les quelques-uns qui sont exposés, je ne sais pas où, qui ont pour figuration un bassin de femmes et qui donnent parfois, comme par exemple là-bas, la forme même d'un tableau, c'est-à-dire des hanches. Des hanches de femmes, c'est-à-dire, j'allais dire, comment dire, j'allais dire que c'est un lit. Pourquoi faudrait-il passer par le latin? J'ai beaucoup de latin dans la tête, je sais qu'il y en a beaucoup. Lectulus. Lectulus, chez les Romains, c'était le lit où l'on naissait, c'était aussi celui où on mourait, celui où on faisait l'amour et celui où on mangeait. Et il me semble que cette partie du corps féminin, en tout cas, vu de ma fenêtre, enfin je suis plus hétéro que homo, si je puis dire, certains me le reprochent. On m'a reproché dans certaines conférences d'avoir une version univoque et hétéro. Mais donc, vu de la fenêtre, ces courbures, ces torsions de sirène, deux fois à gauche et à droite, non seulement me font penser à une femme, mais me font penser aussi à ce qui est au cœur d'une lettre qui est charismatique, iconique pour moi, et qui est la lettre Aleph. Si vous dessinez un Aleph, il y a cette torsion, et c'est pourquoi là-bas il s'appelle fragment des connexions de Aleph. C'est-à-dire que quand cette femme se tord, eh bien c'est comme une torsion de ce qui est le plus intime de la lettre qui s'est retirée pour qu'il y ait ensuite Bereshit. La Genèse, ça ne commence pas par Aleph, mais ça commence par la lettre B. Il a fallu un retrait, une lettre se retire. Et c'est cette lettre-là, notamment, que donne à manger aux oiseaux celui qui donne des... Là, je vous dis un petit peu plus, mais je ne vous donne pas toutes les clés. Si vous regardez bien la manière dont les oiseaux sont figurés, eh bien, ils figurent exactement l'intérieur de la lettre Aleph. Mais ça suffira pour aujourd'hui. Alors, tout ça pour dire que les femmes sont les initiatrices, sont les égéries, sont les muses. Et le M, quand on dit M forever, eh bien, c'est aussi tout ce que l'homme a vécu, en somme, qui peut être d'un seul coup, par une sorte de précipitation chimique, réaccordée à ce que j'essaye de mettre sur un tableau. Là, j'ai en fait un référent, quelqu'un que j'aime bien et que je relis autant que je peux, c'est Walter Benjamin. Walter Benjamin, dans la troisième des thèses pour une philosophie de l'histoire, un peu avant qu'il se suicide en 1940, il écrit que tout ce que l'homme a vécu peut être cité à l'ordre du jour, et ce jour est toujours le dernier qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire, en ce moment, tout ce que vous voyez autour de vous, c'est plus ou moins bien la récapitulation de tout ce que l'homme a pu vivre. En tout cas pour moi. Tu as rapidement évoqué tes couleurs. On parlait des lignes et les couleurs. Quand on arrive dans une exposition que l'on est un peu myope, et même myope. Je n'ai pas compris que ça veut dire. Je suis myope. C'est pas très myope. Oui, très, très myope. Cataracte, etc. Mais je ne vais pas décliner ici un bulletin médical. Donc, avant de voir tes tableaux, on remarque les couleurs. Et tu as une gamme de couleurs qui est assez restreinte. Ce sont des couleurs estompées. Alors, est-ce qu'il y a une justification? Est-ce que ça se justifie ou non? Pourquoi cette gamme de couleurs? Bon. La couleur, c'est quelque chose de complexe qui est hors des valeurs.
et comment te dire? J'essaye d'être à cheval, une posture difficile, à cheval sur le visible et le lisible, le graphique et le pictural, etc., etc. Donc la couleur se pose à moi, s'impose à moi dans le cadre du pictural, de la picturalité, et pas seulement de la picturalité, mais d'un terme un peu complexe qu'on appelle le figural, et d'un terme un peu complexe qu'on appelle tout ce qui est de l'ordre du rythmique, c'est-à-dire que là, on n'est pas loin de la question qui m'a été posée par rapport à la musique. La couleur s'impose à moi hors langage, on peut dire. Mais en définitive, je sais que c'est terminer un tableau quand il me semble tenir le coup sur le plan de la couleur. Alors, c'est compliqué d'aller plus loin parce qu'il faudrait expliquer certains mots comme rythmique, comme génétique, comme par exemple, c'est passé par des gens comme Henri Mathieu. Je pourrais faire un petit cours de 5 minutes, mais ça serait déjà un cours. Donc je ne peux pas faire ça. Toujours pour dire que la couleur est essentielle pour moi, puisqu'elle est hors langage. Elle est ce qui échappe au langage. Et qui relève du corps. Le cœur, c'est aussi le corps. Même si je ne suis pas sans savoir, parce que j'ai lu un peu de Freud, j'ai lu un peu de Lacan, que l'homme est dans une sorte de porte-à-faux existentiel par rapport à sa réalité biologique, parce qu'il était obligé de s'assujettir en tant que dans son identité à partir d'une image, à partir d'un regard, c'est-à-dire à partir de ce que Lacan, vers 1936, je crois, appelle le stade du miroir, mais le titre est plus long, le stade du miroir comme formateur de la fonction du je, J-E. Le stade du miroir comme formateur de la fonction du je. Et ça, c'est complexe. Et ça se passe vers 18 mois à peu près, dit Lacan. Le petit homme, il est en sous-motricité et en surperception, bras de sa mère peut-être, et puis tout à coup il s'aperçoit dans le miroir et il a une sorte d'assomption jubilatoire, je crois, je le cite nommément, c'est-à-dire que tout à coup il va se reconnaître comme autre par rapport à cet autre, c'est-à-dire il va aller de droite à gauche, et ça, cette vacillation, ça a été pour moi le début des premiers textes que j'ai pu écrire, et ça se retrouve ici ou là. Alors donc, même si je ne suis pas sans savoir que le corps, que le moi en tout cas, pour Freud, c'est quelque chose qui est éminemment corporel. C'est un être de surface, et c'est même la projection, je crois, dit-il, d'une surface. Le moi est comme la projection d'une surface. Et cette projection de surface, c'est pour moi la toile sur laquelle j'essaye de prendre mes petits animaux, mes petits personnages, mes petits personae, mes petits dramatis personae, pour parler comme de Shakespeare. Vous avez parlé de Paul Klee, est-ce que aussi Paul Klee, mais est-ce que Kandinsky vous a inspiré aussi, puisqu'il y a de la musique aussi dans ces tableaux? Et puis en même temps, je voulais vous demander, est-ce que vous avez fait des grands formats? Je crois, enfin, si je peux me permettre, qu'il faut dire Paul Klee. Je sais pertinemment. Pardon? Oui, ça n'a rien à voir avec l'anglais. Félix Klee, fils de Paul Klee, aujourd'hui maintenant décédé, parlait de son patronyme en disant Klee. Ça, j'en suis sûr. Donc, je me permets simplement de corriger une erreur en fait. Alors, oui, j'ai parlé de Paul Klee et pas forcément de Kandinsky. J'apprécie Klee plus que Kandinsky. Je vais donner un exemple. Point, ligne, surface, l'ouvrage canonique de Kandinsky.
des années 1925. C'est-à-dire qu'ils sont collègues, Klee et Kandinsky, au Bauhaus. C'est-à-dire qu'ils se voient d'un atelier à l'autre. Point, ligne, surface. Qu'est-ce qui est premier? Kandinsky dit c'est le point. Et ensuite, le point qui se continue, et puis qui s'autodit, redit, et ça donne une ligne. Klee dit, ce n'est pas le point qui est premier, ce n'est pas la ligne, c'est la liaison entre le point et la ligne. C'est le va-et-vient d'un l'un à l'autre. Et c'est ça qui crée, non pas de l'espace, mais un espacement. Ça me semble aller beaucoup plus loin. Je ne sais pas si... Notamment, par exemple, si on me demandait qu'est-ce qui me mobilise et me motive, eh bien, c'est qu'est-ce que c'est qu'une forme. Très difficile de savoir qu'est-ce qu'on peut raconter. Surtout que moi, j'ai commencé par tomber sur le mot forme en lisant du Ferdinand de Saussure, c'est-à-dire le livre de 1915, il est mort en 13, mais c'est élève cours de linguistique générale. Et là-dedans, il nous dit, dans la langue, une phrase bien connue, dans la langue, il n'y a que des différences, et c'est pourquoi la langue est une forme et non une substance. Allez comprendre ce qu'il veut dire par là. C'est-à-dire, c'est pourquoi la langue est une forme et non une substance. Donc, ça m'habite depuis que j'ai 25 ans, 20 ans. Mais, par ailleurs, il y a, prenons Klee, qui avait horreur du formalisme. Et qui disait, qu'est-ce que le formalisme? C'est la forme sans la fonction. Ou bien, prenons Bertolt Brecht, qui disait, qu'est-ce que le formalisme? Ce sont des gens qui s'accrochent aux formes. Ou prenons Antonin Artaud, dans la préface au théâtre et son double, où il dit s'il y a quelque chose d'infernal et proprement maudit dans notre temps, c'est de s'attarder artistiquement sur des formes alors que nous devrions être comme des êtres sur des bûches, que des êtres que l'on brûle et qui font des signes sur leur bûcher. Et lui, il s'intéressait à ceux qui faisaient des signes sur leur bûcher. Autrement dit, qui risquaient leur vie pour faire de la peinture, comme tout simplement Van Gogh, le suicidé de la société. J'ai beaucoup divergé. Ah oui, grand format. Il y a la moitié d'un grand format qui est de l'autre côté, mais peu importe, c'est le triangle. En fait, il va de pair avec un autre. Il m'est arrivé de faire des grands formats, mais j'ai dû me contenter de petits, parce que, après avoir été prof d'anglais ici, je n'ai pas pu rester prof d'art plastique en ce lieu. J'ai été happé par l'enseignement supérieur. Au début, j'étais réticent, puis ensuite, je me suis dit, ben, allons-y. C'est-à-dire que je voulais avoir plus de temps pour peindre. Et hélas, j'ai tenu beaucoup moins de temps. J'ai un travail dingue. Plusieurs ici savent quel est le travail d'un universitaire, et qui sont ici présents. Et donc, j'ai dû me rabattre sur des formats plus petits. Il y a même une fois, pendant 4 ans, j'ai dirigé mon département, 3500 étudiants, 150 profs, il n'y avait pas encore l'informatique. Pratiquement, j'ai été obligé d'ouvrir des cahiers où je notais simplement les idées de tableaux que je pouvais faire si d'aventure j'avais le temps de les faire. Donc, et puis je me suis dit, après tout, pourquoi ne pas mettre un cosmos dans une main? Est-ce que Hans Karp ne dit pas dans Le jour effeuillé, il ne dit pas le petit tient le grand en laisse? Est-ce qu'un tableau a-t-il besoin d'être immense pour être grand? Parfois c'est l'inverse. Alors, je n'ai pas rechigné, mais j'ai dû m'adapter. De même, j'adorais la peinture à l'huile, mais je me suis adapté à la peinture acrylique parce que ça sèche beaucoup plus vite. C'est tout ce que je peux vous répondre pour l'instant. Y a-t-il d'autres questions? Alors, oui, mais j'aurais bien 2 questions. Vous voulez que je prenne le micro? Merci. Parlez fort. Alors, vous parlez des couleurs à un moment donné et
vous faites beaucoup de citations. Et moi, j'aimerais... les couleurs, et puis, je sais pas compris. Et puis votre manière de ne pas utiliser la signification que peuvent avoir les couleurs. Et je voudrais vous citer comme Michel Pastoureau, un historien médiéviste, Je connais. voilà, qui a écrit des super ouvrages pour replacer les significations des couleurs dans l'histoire et également dans les civilisations pour exprimer toutes les significations que ça peut avoir. Et puis l'autre point que je voulais évoquer avec vous, vous citez beaucoup de philosophes, et il y a deux philosophes que vous n'avez pas cités. Il y a Sartre et Lévinas. Un qui se renvoie vers l'autre, avec un qui dit l'enfer c'est les autres et l'autre qui dit Dieu c'est l'autre. Et pour le même regard, hein, quand on parlait de regard inversé. D'accord. Je commence par les derniers. Si vous voulez. Je suis, étant né en 1936, il est évident que j'ai commencé par lire du Sartre. Quand j'étais en Cannes, il était bon temps de parler de Sartre en permanence, de Gide en permanence, de Valéry en permanence. J'ai d'une certaine manière révisé mon jugement, mais évidemment j'aimais beaucoup. C'est ensuite que j'ai lu Lévinas. Je crois que je ne dirais pas que j'ai tout lu, mais j'en ai lu beaucoup. Et bien entendu, c'est quelqu'un, notamment sur le visage, c'est quelqu'un qui m'importe beaucoup. Mais, comment dire, je passe aussi par des lectures qui sont celles de Derrida ou des approches qui sont celles de Edmond Javès dans ce domaine. Enfin, ceci dit, libre à chacun de se choisir les philosophes qu'il entend citer. Alors, je suis un peu fatigué, excusez-moi, vous m'avez commencé par me dire que j'utilisais la couleur, mais pas pour sa signification. Ah oui, pas pour sa signification. Là, justement, parce que, ah oui, et vous savez le bon ton, enfin, vous avez cité Michel Pastoureau que j'ai lu, je m'avais été une fois dans un jury de thèse où il y avait 4 personnes, il y avait Louis Marin, entre autres, il y avait Pastoureau, moi-même. C'était sur les couleurs du diable. Quelque chose écoutez, je trouve que c'est un bon travail. Je ne dirais pas que ça me fait grimper au mur. Mais c'est pas le type d'érudition qui me requiert, voilà, tout simplement. Mais c'est un travail qui est très honnête, hein, il n'y a pas à dire. C'est pas même le type d'histoire de l'art que je voudrais défendre. Ma ligne à moi, ce serait plutôt Daniel Arras, avec qui j'ai des liens d'amitié et que je vous recommande si vous voulez. Alors, la couleur, elle est du côté de l'émotion, de la motilité, des mots dans leur glossolalie avant qu'ils se figent dans une langue ou dans une autre. C'est dans ce sens que c'est quelque chose qui c'est l'échappée belle que parfois j'essaye de prendre comme je le peux. J'ai toutes sortes de pièges, et y compris les rayures. Les rayures, c'est les rayures. Pour le dire en grec, c'est le poikilon. Et le poikilon, c'est tout ce que Platon, notamment, il y a un texte notamment de Derrida sur les occurrences de poikilon chez Platon. C'est comme il a fait le même travail pour Pharmacon, dans le texte s'appelle La pharmacie de Platon. Et le poikilon, c'est le bigarré, la bigarrure. Et c'est tout ce qu'il a fallu éliminer de la philosophie pour aller vers la clarté, c'est-à-dire un certain type de philosophie. Alors, la couleur, pour moi, serait plutôt du côté du poikilon, et notamment, par exemple, ici, il y a un tableau que je n'expose jamais, mais que vous avez très bon d'exposer, et qui s'appelle « Trying to catch, but what ?» essayant d'attraper. Mais quoi? Et là, il y a eu une seule occurrence qui a été un coup incroyable, c'est-à-dire qu'on voit un petit personnage qui essaye d'attraper quelque chose, et je me suis dit, là, je mettrai ce qui va sortir. Et pour ce qui va sortir,
j'ai cherché, j'étais sensible au polyquilone dont je viens de parler, et l'anathème est jeté contre pour les gens qui utilisent le polyquilone chez Platon. Et j'ai cherché à faire une ligne, un fuseau. Je me suis dit que ce serait une sorte d'arc-en-ciel, mais pour le faire en premier, j'ai donc fait une ligne, un premier, un deuxième, un troisième, que je jetais au fur et à mesure. Et puis tout à coup, je me suis risqué. J'ai risqué ma chance. Et c'est une chance unique, parce que j'ai essayé d'en faire un deuxième, rien. Dans la demi-heure qui a suivi, tout a été au panier. Tout à coup, ce tableau il est quelque part, par là. Si vous voulez, en se levant, on ira le voir. Et il s'appelle comme ça, Trying to Catch, but what? Alors, vous voyez, c'est malgré des efforts, c'est l'échappée belle. Et finalement, comment vous dire? Il y a aussi des mots latins qui me reviennent à l'esprit. C'est le verbe donner, donner à voir. Do ut des. C'est ce qu'on disait chez les latins quand il s'agissait de sacraliser un moment. Je donne pour que tu donnes. Et ça revient. Il y a un texte notamment de Didier Berman consacré aux ex-voto où il montre que c'est une réactualisation de ce qui se passait à Rome. C'est-à-dire, je viens et je mets quelque chose sur le mur de la chambre des miracles, comme on dit au Brésil, pour qu'il se produise un miracle et que ma maladie de Parkinson disparaisse, par exemple. Je voudrais faire ça comme ça. Et alors, je donne cet ex-voto pour que tu me donnes quelque chose. C'est ce do ut des. Et c'est ce que j'essaye de faire avec le fer à repasser. C'est-à-dire, j'ai donné, mais pour que le hasard me donne quelque chose. C'est une réactualisation. C'est un peu comme si c'était finalement, comment on appelle ça en alchimie, l'atanor, je crois. C'est le dessin, le dessin, c'est-à-dire DE2SEIM. Le dessin, ou DE2S, DE2S, je mets entre parenthèses le E et puis je mets IN. C'est-à-dire le dessin est chauffé à blanc, jusqu'au blanc-seing, donné à ce qui veut bien apparaître, jusqu'au blanc-seing. S-E-I-G-L. Si vous comprenez un petit peu les allusions. Y a-t-il d'autres questions? Est-ce que je pourrais rajouter quelque chose ou bien est-ce que je rajoute quelque chose? En vérité, quand je me livre à ce type d'exercice, et je vous remercie pour l'avoir joué, je ne sais jamais ce qui va se passer, que peut-être personne ne voudra prendre la parole. Et donc je me suis dit, qu'est-ce que j'aimerais bien dire? Je me suis dit que j'avais envie de vous parler de Novalis. Oui, il y a un tableau qui peut-être s'appelle Vide, V-I-D-E, et puis plus loin T. Il y a du vide, et je me suis dit que ça c'est un tableau qui est un peu complexe, qui est un reste de l'exposition Y et K. Je me souviens que ça avait retenu l'attention de Jacques Derrida, notamment, c'est parce qu'il y a écrit en plus dans le tableau le titre « Jusqu'à ce que le dos fasse face ». Et il y a un texte de Derrida qui s'appelle « La carte postale », et qui est la carte postale, c'est quelque chose qui a un dos. Et c'est jusqu'à ce que le dos fasse face. Donc je laisse de côté Derrida. Mais je pense que c'est quelque chose, quand j'ai envie de vous parler, je regarde si j'ai d'autres points, peut-être ensuite un peu de Michel Léris, et puis ça sera fini. Quand je vois le mot vide, V-I-D-E, je vois le mot français vide. Mais l'esprit tordu qui est le mien, il voit ici un impératif du latin vidéo. Et quand je dis en latin vois, on dit vide, vide. Vois-toi, videte. Voyez au pluriel. C'est-à-dire que c'est aussi bien le mot vide que l'impératif vois. Bon. Et alors là, je prends un dessin parce qu'il est question du regard. Bon. Première question. De jaune. Et là, il faudrait passer par des choses très complexes. C'est-à-dire, par exemple, qu'est-ce que c'est que la littérature pour Roland Barthes? Roland Barthes, bon, enfin,
chacun le voit un petit peu, le XXe siècle, enfin bon. Roland Barthes dit que la littérature, c'est le mode de l'impossible. Il commence par dire ça. Puis ensuite, il dit parce que seule la littérature peut dire son vide. Et ensuite, il continue en disant, mais ce faisant, quand elle dit son vide, eh bien, elle fonde à nouveau une plénitude. Autrement dit, elle s'appuie sur rien, et de ce rien, elle fait son tout. Or, ce mot vide-là, la littérature est le mode de l'impossible. Et ça me requiert beaucoup. Deleuze, par exemple, dit qu'un créateur, c'est quelqu'un qui crée ses propres impossibilités. Et il s'en sert comme d'un tremplin. Et moi, j'essaye de faire pareil, notamment dans ce tableau. C'est-à-dire, j'essaye de faire fond sur du vide, pour que chacun puisse s'y voir, où il était, comme notamment Duchamp, que je cite dans la prédelle de ce tableau, qui est de l'autre côté, je crois, et qui, c'est en 1917, à New York, s'est photographié de face, de profil et de dos. Et c'est bien jusqu'à ce que le dos fasse face. Et ce tableau-là, vous pouvez le voir recto verso. C'est-à-dire qu'il fait fond sur cette façon que j'ai décidé d'essayer de créer les propres impossibilités pour que ça soit c'est-à-dire perdre, mais perdre vraiment pour laisser place à la trouvaille, comme disait Apollinaire par exemple. Donc ça c'est un dont je voulais vous parler, et je peux vous peut-être citer maintenant un poète, non pas un poète, Monique, mon épouse, me faisait remarquer qu'elle ne pense pas que Michel Léris est un poète. Je disais, mais oui, elle me dit, mais non, parce qu'il triture les mots, mais il n'écrit pas vraiment de poésie. L'auteur de La règle du jeu, de L'âge d'homme, Bifure, enfin, bien connu, et notamment l'auteur de l'Afrique fantôme, qui peut servir en somme de modèle aux recherches à l'université pour quiconque fait un travail sur lui-même et sur autre chose que lui-même. Enfin bon, l'Afrique fantôme. Mais Michel Léris, dans un recueil qui s'appelle Brisé, et que ça m'est revenu ce matin, je n'ai pas ma bibliothèque ici, à Paris, à côté de moi. Donc j'essaye de vous dire ce qu'il dit en gros la chose suivante. Il dit l'homme est un arbre mobile et l'arbre est un homme enraciné. De même, le ciel est de la terre subtile et la terre est du ciel épaissi. Alors on croit que la phrase s'arrête là, que le paragraphe s'arrête là. Eh bien non, on ne s'arrête pas là, on va continuer. On s'arrête sur le mot épaissi, sur le si, et tout à coup il y a, la rhétorique on dirait c'est une hyperbate, on croit que c'est fini, il y a quelque chose, ça va rebondir. Et il continue en disant, et si je vois un chien qui court, virgule, c'est autant la course qui chienne. C'est autant la course qui chienne. Arriver à produire quelque chose comme ça, avec non pas un chien, mais un cheval, c'est mon objectif. Bon, je n'en dirai pas plus. Je vous remercie.